Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Sabrina. Sabrina, peux-tu te présenter ? Oui, écoute, bonjour Laurent, merci de m'accueillir dans ce podcast. Donc, je suis Sabrina, je suis avant tout une grande curieuse. Donc, dans ma curiosité, j'ai été amenée à rencontrer l'orthopédagogie, donc que j'exerce aujourd'hui depuis plus d'une dizaine d'années et que je m'exerce à former, à promouvoir de la promotion de l'orthopédagogie de manière à ce qu'elle prenne sa place dans le paysage français. Très bien. Et du coup, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que l'orthopédagogie ? Je pense que le meilleur chemin pour te présenter l'orthopédagogie, c'est de reprendre la définition que nous avons actée maintenant depuis plus de 2 ans. Nous avons mis plus de 3 ans avant de concevoir une définition parce que pour parler de quelque chose et identifier, on a toujours tendance à prendre son dictionnaire, alors ou numérique ou papier, et aller voir la définition. Donc, Oui. nous, on a été plusieurs acteurs pour trouver les bons mots pour définir ce qu'est l'orthopédagogie. Donc, des acteurs qui étaient avant tout des orthopédagogues de différents contextes, des neuropsys, des orthophonistes, des pédagogues et aussi des familles et les apprenants que nous accompagnons. Donc, l'orthopédagogie, voilà la définition que nous avons pris comme consensus, en tout cas pour les personnes formées par le centre de formation de Bordeaux. Alors, l'orthopédagogie en France est une pratique pédagogique personnalisée. Pourquoi en France ? Parce que l'orthopédagogie existe dans différents pays. Elle a vu le jour plutôt outre-Atlantique. Mais nous, en France, on a tout à construire. Nous ne pouvons pas faire du copier-coller pour tout, en tout cas. On peut s'inspirer, oui. Donc, il était fondamental de bien spécifier que c'était en France et que nous allions la modeler à nos exigences et à nos challenges français. Ensuite, elle met en lumière et déploie les stratégies cognitives, affectives, sensorielles et comportementales dans tout acte d'apprendre. Parce qu'effectivement, les apprentissages, ce n'est pas qu'un mot, c'est avant tout un verbe d'action. C'est un acte, on est en mouvement et on va déployer nos différentes stratégies cognitives, affectives, sensorielles et comportementales, comme je viens de le dire. Pourquoi ? Parce que ça inclut les troubles ou les difficultés d'ordre d'apprentissage, mais pas que. C'est tout le monde utilise toutes ces stratégies, même dans un contexte ordinaire et tout le temps dans notre quotidien. Et l'orthopédagogie encourage chaque individu à s'approprier son unicité, à intégrer ses différences pour comprendre les mécanismes de sa personnalité. Effectivement, c'est amener l'apprenant à comprendre qu'il est unique dans sa manière de fonctionner. Et ainsi, elle lui permettra, l'orthopédagogie permettra à l'apprenant d'interagir avec son entourage et de s'adapter à son environnement. Parce qu'apprendre, c'est effectivement s'inclure dans un environnement, dans un contexte relationnel. Voilà, Laurent, ce que je peux te dire de la définition de l'orthopédagogie, un petit peu longue, mais il me semblait important de donner la définition. Bah écoute, c'est très précis. Et du coup, moi j'entends bien le mot apprentissage. On est dans des notions d'apprentissage tout au long de la vie. Mais à qui ça s'adresse alors cette orthopédagogie ? Alors, l'orthopédagogie, écoute, je vais reprendre l'inspectrice européenne de la formation qui a dit apprendre commence au berceau, finit au tombeau. Donc, l'orthopédagogue va accompagner ce large public d'apprenants, puisque, comme tu viens de le dire, nous apprenons jusqu'à la fin. D'accord. Concrètement, tu peux nous donner des exemples de ce qui peut être fait, par exemple, pour des enfants
pour des adultes en formation, et puis alors après peut-être pour des seniors. Je ne sais pas trop Oui, si ça intervient dans ces domaines-là. Tu peux me donner quelques exemples de ce que ça peut être et de ce que ça peut faire? oui, tout à fait. Alors, pour les enfants, on rentre dans tout ce qui est d'ordre scolaire. Donc, ça va être tous les apprentissages scolaires. Attention, nous ne faisons pas du soutien scolaire, donc nous n'allons pas intervenir sur la didactique. Là, il y a des professionnels, les enseignants qui le font très bien. Mais nous allons plutôt accompagner, alors quand je dis le jeune, c'est le jeune, mais tout le long de sa scolarité, donc jusqu'à lorsqu'il est étudiant, bien évidemment. Et concrètement, on va l'accompagner à métacogiter sur ces mécanismes d'apprentissage pour développer une meilleure mémorisation ou en tout cas trouver des stratégies qui lui correspondent à lui personnellement et pas faire comme quelqu'un, voir comment il comprend un texte, comment il comprend la leçon, comment il va la traiter. Déjà, premièrement en classe, comment il fait pour prendre l'information et pour ensuite la traiter. Mais pas que, on va aussi prendre toute la systémie autour de l'apprenant, c'est-à-dire en tenant compte de son environnement, parce que souvent, il y a des enfants qui arrivent en classe et qui sont pas libres d'apprendre parce qu'un contexte familial ou relationnel compliqué. Et ça, c'est les émotions qui vont le bloquer ou ne vont pas lui laisser la place suffisamment libre pour prendre l'information que l'enseignant a lui donnée. Donc, on va accompagner les jeunes sur différents contextes d'apprentissage et en fonction de problématiques que lors des premières séances, nous avons évaluées ensemble avec l'apprenant. Souvent, comme le métier n'est pas encore reconnu pour les jeunes, on vient souvent nous voir on veut qu'ils réussissent. Oui, d'accord, c'est Oui. louable, bien évidemment. Mais ça veut dire quoi réussir? Et là, la majorité du temps, les personnes vont vouloir des résultats et les résultats sont les notes qui augmentent. Mais ça passe pas que par les notes. Donc, on fait aussi un travail et pour toi, la note, ça veut dire quoi? Elle représente quoi pour toi? Oui, Voilà. tout à fait. Donc ça, c'est important aussi de le mettre en lumière. Du côté des adultes, alors là, il y a différents contextes d'accompagnement parce qu'il y a l'adulte. Aujourd'hui, l'adulte fait des formations. On est obligé d'être en formation continue dans n'importe quelle profession que nous exerçons d'ailleurs. Et souvent, quand les adultes reprennent une formation, ils se retrouvent dans les mêmes difficultés que lorsqu'ils étaient sur les bancs d'école. Mais comment je vais apprendre? Comment je ne sais pas mémoriser? Et puis je rentre à la maison, il y a la vie de famille, il y a j'allais dire les factures à payer. Est-ce que je suis vraiment libre de me remettre à mes études le soir? Est-ce que je dois travailler jusqu'à 2 heures du matin et puis reprendre ma journée de travail? Voilà, on va accompagner les personnes qui rentrent en formation. On va aussi accompagner l'orthopédagogue, va accompagner les familles à l'aide à la parentalité parce que souvent les parents, enfin le soir, les devoirs deviennent conflictuels, mais c'est conflictuel parce que le parent qui n'est pas, qui est un pédagogue, mais il ne le sait pas en fait, parce qu'on est pédagogue dès lors qu'on met un enfant au monde. Mais il va reprendre comment lui il a appris quand il était à l'école. Et comme on a dit tout à l'heure dans la définition, chaque personne est unique dans sa manière de prendre l'information, de la traiter. Donc, c'est pas forcément la stratégie du parent qui, lui, souhaite lui convenir, qui va convenir à l'enfant. Et le parent ne sait pas faire autrement. Donc, nous, on va accompagner les deux, puisque quand même, c'est important aussi que le parent suive son enfant dans un contexte scolaire. Donc, on va faire de l'aide à la parentalité en prenant vraiment tout le système, tout le contexte de cette relation parent-enfant. Ensuite, aujourd'hui, on accompagne aussi la grand-parentalité parce que les grands-parents sont jeunes aujourd'hui, ils récupèrent leurs petits-enfants à l'école et ils ont à cœur, ils ont souvent même la mission de faire les devoirs avec leurs petits-enfants. Donc, on va aussi accompagner les grands-parents à accompagner leurs petits-enfants dans leur contexte scolaire. Et puis aussi, il y a les grands-parents qui reprennent des formations aussi et qui ont envie alors là, c'est assez, j'allais dire, sociétal, je ne veux pas perdre la mémoire. Oui, mais normalement, on la perd pas comme ça, la mémoire. Donc, on a aussi
cette population maintenant qui est désireuse de maintenir ces stratégies cognitives. Et tu parlais tout à l'heure des seniors. Oui. Donc les seniors, il y a des stagiaires qui ont fait leur stage et qui travaillent maintenant dans les EHPAD. Alors là, je vais te donner un cas. En fait, c'est du pratico-pratique auprès des seniors. Alors, présentant un trouble ou pas, hein, parce que présentant un trouble, bah, il y a quand même des professionnels très experts dans leur domaine qui vont accompagner ces personnes. Donc nous, on va y mettre, comme on fait de l'aide à la parentalité, mais on va accompagner les familles aussi, accompagner leurs seniors, leurs parents dans l'acceptation d'un diagnostic qui peut être posé pour les garder peut-être le plus longtemps ou faciliter leur, euh, leur état à domicile chez eux. Donc, comme on fait de l'aide à la parentalité, on va faire de l'aide des familles qui ont des parents, enfin qui ont 40-50 ans pour leurs parents. Et ensuite, dans les EHPAD, ça va être du bon sens. On va accompagner le personnel encadrant. Parce que je vais te donner un exemple concret. Il y a monsieur Durand qui se trompe tout le temps de chambre et qui va avoir, coïncidence, il va voir Madame Dupont à côté. Alors bien sûr, différentes croyances se mettent en jeu, mais le monsieur en question, bah lui, de par sa maladie, est resté avec une image de lui à l'âge de 50 ans. Sauf que sur la porte, on a voulu être facilitant et on lui a mis sa photo. Et sa photo de lui à 85 ans. Donc, il ne se reconnaît pas. Ah oui. Donc, c'est à faire comprendre, de dire, ben non, si on lui met sa photo quand il avait 50 ans ou à l'âge à laquelle lui se reconnaît, donc là, il faut aller investiguer pour savoir quel va être le support visuel qui va lui correspondre le mieux ou pour lequel il va se reconnaître. Et puis là, bon, là, c'est un exemple très, très basique que je te donne, mais voilà, ça peut être du pratico-pratique aussi. Ah oui, c'est incroyable. Moi, j'entends beaucoup de solutions à plein de problèmes là dans l'orthopédagogie, mais moi, avant qu'on me parle de toi, je savais pas que ça existait. Du coup, Non. comment aujourd'hui vous communiquez vous en tant qu'orthopédagogue et comment on peut vous trouver? Comment on trouve ces praticiens concrètement là dans ma vie de tous les jours? Alors, concrètement, dans ta vie de tous les jours, bon, il y a différents sites. Il y a des associations qui existent en France et qui ont un annuaire à disposition des personnes. Moi, je dois dire que je suis très mauvaise dans la communication de l'orthopédagogie. J'en parle de manière physique, on va dire. C'est beaucoup du bouche à oreille. Moi, les personnes, les apprenants viennent dans mon cabinet par l'intermédiaire de psychologues, de neuropsy, des personnes que je ne connais pas, donc qui ont dû être informées par des personnes que j'ai accompagnées ultérieurement. Moi, j'étais en intervention, j'allais dire en inclusion dans un collège de Bordeaux en Gironde. J'ai fait plus de 12 ans dans un collège où j'intervenais dans différents endroits. Donc là, bah, il y a eu les parents d'élèves, il y a toutes les familles que j'accompagnais et j'ai vu les élèves du collège. Mais surtout les orthopédagogues qui sortent de formation, bah, maintenant de plus en plus elles développent leur site internet, donc elles communiquent. Nous sommes en train de mettre en place des réseaux de professionnels. Voilà, Oui. grosso modo, la communication. Il est évident que l'orthopédagogie, alors pardon pour celles qui sont très actives à la reconnaissance du métier, mais c'est quand même encore juste au-dessous de l'eau. On ne voit que nos cheveux sortir de l'eau, donc on a encore tout à faire d'un point de vue de la communication et de l'émergence du métier. Mais je pense que c'est quand on se mettra tous autour de la table et qu'on fera un consensus et qu'on apportera cette impulsion que l'orthopédagogie sortira. Néanmoins, beaucoup de professionnels commencent à parler de nous, orthopédagogues, et ont besoin de s'entourer d'orthopédagogues parce qu'un neuropsy, je discutais pas plus tard que lundi avec un neuropsychologue assez connu qui disait mais nous on a des files d'attente de 2 ans pour diagnostiquer, etc. Et nous connaissons de par ce qui se fait au Canada, en Belgique, beaucoup aussi, l'orthopédagogie. Et nous, on aimerait avoir un orthopédagogue pour travailler en mutualisation et
pour ne pas laisser ces personnes à côté ou dans l'attente. Voilà. Donc ça commence petit à petit et je pense aussi que c'est en se faisant reconnaître par les autres professionnels, en les rassurant, en disant mais on ne vient pas marcher sur vos plates-bandes, que nous allons ensemble nous faire. Il y a un profil particulier qui prédispose à l'orthopédagogie. Tu as un type de, entre guillemets, de personnes qui se forment ou c'est vraiment tout azimut et il n'y a pas de spécificité, il n'y a pas de parcours initiaux? Comment ça marche? Alors, moi, je dirais pas tout azimut, mais je dirais il n'y a pas de prérequis. Le prérequis, bon là, je vais te parler que de ce que moi je connais, on le fait au moment de l'inscription. On va aller, j'allais dire, questionner la personne désireuse d'entrer dans un parcours peut-être demain orthopédagogue pour aller évaluer le potentiel futur. Mais comme on disait tout à l'heure que l'orthopédagogue accompagne un large public, ça serait complètement, j'allais dire, réducteur de ne prendre que des enseignants. Et l'enseignant n'est pas forcément la première personne à devenir orthopédagogue. Alors, il est vrai qu'en France, il y a beaucoup, beaucoup d'enseignants qui veulent se reconvertir ou en tout cas qui veulent utiliser l'orthopédagogie, car la plupart, là aussi, je ne parle que de ceux qui viennent à moi, se sentent essoufflés par un système, mais ont toujours cette passion de transmettre Oui. et d'apporter aux jeunes, enfin en tout cas apporter à leurs élèves. Donc l'orthopédagogie va donner un souffle nouveau, une autre approche, une autre, j'allais dire une autre vision de mais qu'est-ce que c'est que apprendre. Et puis avant tout, mais qu'est-ce que c'est aussi moi être enseignant. Qu'est-ce que ça dit de moi être un enseignant. Donc il y a beaucoup ce public-là qui ont la volonté de se former à l'orthopédagogie, mais nous de plus en plus au centre de formation de Bordeaux, nous avons un large public, notamment des gens qui viennent du milieu de la banque, qui eux aussi sont sous pression et qui ont envie de s'en sortir. Il y a beaucoup aussi dans le milieu médical des infirmières qui viennent se former. Et moi je dis, mais elles sont les mieux placées, ce sont les meilleurs, j'allais dire, passeurs de cette émergence d'orthopédagogie parce que faut pas forcément se reconvertir et changer à 360%, mais peut-être rester dans le contexte professionnel que l'on connaît, que l'on maîtrise et y Oui. apporter un souffle nouveau. Ça, c'est pertinent, me semble-t-il. Oui, oui, ça me semble totalement évident, moi. Mais je voyais, tu vois, effectivement, plus une préoccupation d'enseignants, de formateurs, et ben, je suis content de voir que ça s'ouvre un peu à tout le monde. On parlait tout à l'heure de reconnaissance. L'éducation nationale là-dedans, puisque les enseignants, eux, comprennent que c'est bien, l'éducation nationale, elle se manifeste un peu ou pas? Tu vois des Et choses? Et en fait, c'est compliqué. C'est compliqué de. En tout cas, encore une fois, je parle que de ce que moi je connais. Hein, c'est peut-être moins compliqué ailleurs, je ne sais pas. Mais j'ai un exemple concret d'une enseignante qui a vraiment à cœur de donner le maximum à ses élèves. Et donc, c'est rapproché de l'orthopédagogie et a mis l'orthopédagogie au service de son enseignement, puisque sa volonté était de rester enseignante aussi et en parallèle développer des accompagnements individuels en dehors de l'école. Et son inspecteur a mis un droit de veto et lui a interdit d'exercer l'orthopédagogie en classe. Alors là, j'aimerais bien qu'il m'explique comment il peut vérifier qu'elle ne met pas de l'orthopédagogie. Bon, c'est d'un. Et deuxièmement, Ben oui. il lui a interdit de dire qu'elle était enseignante lorsqu'elle était en pratique privée. Bon, donc là, c'est quand même questionnant. Bon, c'est un cas, d'accord. Sachant qu'à côté, nous avons Stanislas Dehaene, des chercheurs Mm. français, Stanislas Dehaene, le laboratoire d'Olivier Houdet et de Grégoire Borst, Jean-Philippe Lachaud, qui eux interviennent avec des programmes Jean-Philippe Lachaud Atoll, qui interviennent dans l'éducation nationale. Oui, Donc c'est assez antinomique, on va dire. oui, oui. Voilà. Bah, moi, je suis toujours assez surpris de voir que concrètement, les choses marchent sur le terrain, mais elles ont du mal à s'imposer naturellement. Tu vois, faut y aller presque toujours au C'est forceps. ça, C'est un peu surprenant quand même. c'est Surtout ça, quand tu c'est ça. pars de se connaître dans l'apprentissage, d'apprendre à apprendre. Enfin, c'est quand même les fondamentaux pour guider les gens vers leur réussite, hein. Exactement. Il me Mais semble que c'est des éléments qui sont vraiment prépondérants. oui, d'autant que, bon, je veux faire un
peu d'histoire, mais déjà au temps de Socrate, qui est quand même sur notre sol européen, devant la porte du temple de Delphes, il a bien dit connais-toi toi-même. Donc c'est quand même intéressant d'aller creuser en profondeur, d'abord sur toi, comment je vais transmettre l'information, donc comment je fais moi dans ma manière pour après mieux comprendre les personnes qui m'entourent et qui sont susceptibles, enfin qui pas susceptibles, mais qui vont recevoir l'information. Et là, j'en reviens à ta question précédente. Moi, je trouverais intéressant que les enseignants qui veulent se former et qui se forment à l'orthopédagogie soient les pédagogues des futurs enseignants de demain. Qu'ils Oui. aillent à la course et qu'ils soient là. C'est pas à moi qui viens du monde de l'entreprise à aller former les enseignants, c'est plutôt les enseignants à aller former leurs pairs parce qu'eux, ils vont comprendre, dire mais moi, à un moment donné, j'ai vécu la misère. Comment je peux t'accompagner toi à ce que tu vives pas la même, quoi, ou pas de la même manière. C'est ça, c'est vraiment ça. On a parlé un petit peu de ce que c'était, de, des, des champs d'utilisation. Concrètement, comment on fait pour devenir orthopédagogue? Alors concrètement, aujourd'hui en France, il n'y a pas de formation qui est estampillée, aucune formation n'est estampillée, la mienne non plus d'ailleurs. Donc pas de reconnaissance à ce jour, même si on s'y emploie. Donc aujourd'hui en France, il y a plusieurs, j'allais dire, centres de formation privés et il y en a beaucoup. Alors j'imagine que tout le monde a à cœur à y faire de la qualité, bien évidemment. On voit de plus en plus de parcours courts qui se développent. Bon, j'ai pas d'avis sur cette question-là. Encore une fois, je pense que tout le monde a envie de faire de la qualité et faire émerger ce métier qui est manquant dans le sol français, en tout cas. Moi, je vais juste parler de nous, notre centre de formation sur Bordeaux. Il y a d'abord des inscriptions, des inscriptions qui vont faire l'objet, j'allais dire, d'une enquête déjà sur la personne, comment elle fonctionne, qui elle est, quel est son projet sous-jacent. Le projet, c'est pas simplement j'ai des enfants qui présentent des troubles et comme moi j'ai vécu la misère, je vais aller sauver le monde. Non, ça Ouais. c'est pas des Don Quichotte. Et ça, c'est, j'allais dire, attention, parce que attention à la projection. Ce que je vis moi dans mon environnement familial, c'est pas la même chose qu'une autre personne en face de moi va vivre. Ça va y ressembler dans la difficulté, dans la production, ça va y ressembler, mais dans tout le process, c'est un autre contexte, c'est une autre personne. Mm. Donc là, il va falloir accompagner à cette notion de projection. Ensuite, il y a un parcours. Alors, il est long, mais nous, il est d'environ entre 18 et 24 mois. Mais je trouve qu'il n'est pas assez long parce que moi, déjà, au bout d'une quinzaine d'années, je continue de me former. Puis c'est aussi Mm. ça, hein, c'est être en veille dans notre métier parce que les méthodes avancent, les recherches avancent. Donc, il faut en permanence se réinventer, j'allais dire. En tout cas, adapter. Et puis, ce qui est vrai aujourd'hui dans les sciences ne sera peut-être pas vrai demain, donc il va falloir le réajuster. Donc, il y a un parcours long. Dans ce parcours long, il y a des modules socles, c'est-à-dire des fondamentaux. Donc, nous, sur Bordeaux, on a créé un protocole d'accompagnement orthopédagogique qui va être adaptable, bien sûr, modulable en fonction de qui est l'orthopédagogue. Et ensuite, l'orthopédagogue va l'adapter à l'apprenant qu'il a en face, selon un contexte, selon une demande, etc. Donc, ces modules fondamentaux, c'est donc le protocole, c'est la posture, avoir une posture d'orthopédagogue. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Il va y avoir, bien sûr, tout ce qui est d'ordre des neurosciences, de la neuropédagogie, les sciences au service de la pédagogie, les outils visuels de pensée, parce que là aussi, là, on n'a rien appris. Hein, c'est Léonard de Vinci qui a déjà été. Et alors, quand je dis Léonard de Vinci, je crois que même les hommes de Cro-Magnon, avec les dessins sur les grottes, ont su transmettre de l'information aussi. Donc, comment on va pouvoir l'utiliser? Comment la personne va vouloir l'adapter? On n'est pas là pour faire un cours sur ces outils, mais on est là pour les intégrer à une manière de fonctionner. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est la lecture des bilans des autres professionnels.
Nous n'allons pas nous mettre à la place du neuropsy ou de l'orthophoniste, mais nous allons tirer de son bilan les éléments qui nous correspondent, qui vont nous permettre d'adapter notre accompagnement orthopédagogique. Bon, et différents modules. Ensuite, il y a beaucoup d'analyses de pratique. On va mettre nos stagiaires en situation, en étude de cas, et de la supervision, parce que je crois que même après la formation, on doit poursuivre la supervision comme c'est le cas dans différentes professions aussi. Un stage, un stage pour rendre concret ce que les stagiaires ont vu en formation théorique, on va dire, même s'il y a des études de cas, ben là, ça devient des cas fictifs de vrais cas. Et ensuite, une note d'analyse, c'est-à-dire un rapport. Et ce rapport, il ne faut pas le voir. Alors, ce n'est pas un mémoire, ce n'est pas un rapport de stage. On ne raconte pas la journée d'observation. On va vraiment mettre en place toute une démarche orthopédagogique. Alors, elle est souvent coûteuse pour nos stagiaires, cette note d'analyse, mais vraiment, quand on arrive à aller jusqu'au bout, on en sort grandi. Et l'orthopédagogue, comme on vient de dire, doit d'abord apprendre avant de se lancer dans l'accompagnement. Quand tu me parles de parcours long, on est bien d'accord que c'est pas un parcours où ils se promènent tout seuls, hein, ils sont vraiment, vraiment accompagnés tout au long du parcours par des professionnels. Voilà, les stagiaires sont accompagnés par des tuteurs. Un tuteur est affecté et plus ça va, enfin, à chaque session, la formation évolue avec les stagiaires. Donc, Normal. on la repense en permanence. Donc là, on a renforcé le tutorat justement pour que la personne se sente accompagnée. Mais je dis bien accompagnée, on ne les aide pas, on les accompagne comme on accompagnerait des apprenants en pratique privée. Oui, ce qui est la définition même de l'accompagnement, hein, être à côté, Voilà. voilà, Et et s'adapter, étayer l'avancée de la personne accompagnée. Ouais, c'est bien. alors, je dois préciser avec beaucoup d'exigence, c'est vrai, c'est une question que nous nous posons dans l'équipe pédagogique, mais moi je pense, tu parlais tout à l'heure, mais comment se faire reconnaître en tant qu'orthopédagogue? Bah, je crois par notre professionnalisme et notre sérieux et notre rigueur. Hmm. Donc la formation, ben, oui, elle est exigeante, c'est vrai. Alors, moi, je vais te donner mon avis là-dessus, hein. Aujourd'hui, à travers mes expériences professionnelles et ce que je vois sur le marché aujourd'hui, on est, on est face à une baisse de qualité, une baisse d'exigence. On est un petit peu en formation professionnelle, comme on est dans l'éducation nationale. Tu sais, on compare, tu sais, le fameux brevet qu'on passait il y a 10 Oui, ans, 20 ans, et celui qu'on fait maintenant en mesurant, hein, évidemment, que l'exigence s'est dégradée. Ben, en formation, aujourd'hui, c'est la même chose. Ça joue sur deux axes. Un, le contenu, qui est souvent pauvre, qui permet pas de travailler, entre guillemets, avec ces compétences-là. Et la deuxième chose que j'ai trouvé, c'est le subterfuge du terme employé. J'ai eu un exemple il n'y a pas longtemps. Moi, mon métier, c'est Digital Learning Manager. Eh ben, écoute, l'autre jour, j'ai vu une formation Digital Learning Manager. Ben, les pauvres, quand ils sortent de ça au bout de 3 mois, eh ben, ils sont absolument incapables de faire ne serait-ce qu'un tiers de ce qui est exigé par le métier. Et on ment aux gens. En vérité, on leur ment. On leur fait croire qu'ils croyaient. Et moi, je le vois quand ils se retrouvent, parce qu'ils sont pas idiots, ces gens-là, quand ils se retrouvent sur le marché. Moi, il n'y a pas très longtemps, il y a une personne qui est sortie de cette formation, qui a repéré mon profil sur LinkedIn et qui est venue m'expliquer tout son désarroi d'être confronté à des réalités qu'il ne maîtrise pas et qu'il croyait qu'il allait maîtriser. Et du coup, je trouve ça assez lamentable. Et moi, quand tu me parles d'effort, de qualité, d'exigence, bah, je pense que la clé, elle est là. C'est vraiment dans cette dimension-là qu'on doit s'engager dans un parcours, qui plus est un parcours long. Hein, on n'a pas d'autre solution que d'avoir quelque chose dont on sera fier à l'arrivée et qui sera opérationnel. Et l'opérationnalité dans ce que tu proposes, hein, moi mon premier métier c'est ingénieur systémicien. Quand on parle d'évolution, de changement, que la formation elle bouge, ben, elle n'a pas d'autre solution que de bouger la formation. Parce que notre monde, le contexte dans lequel on évolue, bouge sans arrêt. Tu vois, moi, par exemple, aujourd'hui, dans les dimensions des formations, je suis obligé de tenir compte que les gens qu'on va pouvoir former sont des adeptes de TikTok, des Reels, de ces formats très très courts, qu'on appelle un peu du snack content là en formation.
Et quand tu commences à leur proposer des choses longues, ils n'ont plus l'habitude, ils zappent automatiquement. Donc, on est obligé de s'adapter. Dans certains cas, bien sûr, on ne peut pas tout faire avec des séquences vidéo d'une minute, on est bien d'accord. Mais on est obligé d'intégrer cette dimension de quel est leur contexte, qu'est-ce qu'ils connaissent, qu'est-ce qu'ils maîtrisent, qu'est-ce qu'ils reconnaissent. Du coup, c'est important d'en prendre. Quand on fait une formation d'orthopédagogue, tu nous dis que tu es basé à Bordeaux. Euh, Comment ça se passe? Moi, si j'habite pas à Bordeaux, il faut que je vienne sur place, c'est des cours sur place, c'est de la visio, c'est comment ça marche? Alors oui, c'est une formation hybride où il y a effectivement de la vidéo, des jours en présentiel, mais là, j'ai facilité la vie parce qu'au mois de septembre, nous aurons 2 autres centres, 2 autres pôles à Aix-en-Provence et à Rennes. Donc, Ouais, super. bon, aujourd'hui, on est en France, donc c'est pas trop loin, mais c'est vrai que je peux entendre la difficulté lorsqu'on est une maman avec des enfants en bas âge de venir une semaine. Ça s'appelle de l'organisation. Mm. Heureusement, l'orthopédagogue accompagne les personnes sur l'organisation, heureusement. Mais bon, après, en tout cas, nous, l'équipe pédagogique est assez flexible, donc on peut entendre de s'adapter en fonction de contraintes bien précises. Mais la formation est hybride. Maintenant, le métier d'orthopédagogue ne peut pas se faire exclusivement à distance parce qu'on travaille l'humain et on Mm. parle de chaleur humaine. Chaleur humaine, c'est quand on est à côté. Et merci cette période de Covid qui nous a bien montré que la proximité humaine était fondamentale. Mm. Oui. Voilà. Donc, on ne peut pas l'empêcher. C'est quelques semaines sur le parcours. Euh, mais c'est fondamental parce qu'on profite de ces semaines-là pour faire des analyses de cas et pour travailler certains modules où justement la force du groupe est beaucoup plus porteuse. Bah oui. Puis l'appartenance au groupe, le fait de l'apprentissage entre pairs, c'est des choses qui sont quand même très importantes, on le sait, nous, dans l'apprentissage. Quand ils viennent te voir, quand ils commencent leur projet, est-ce qu'ils s'autodéterminent déjà en disant, bon, moi je veux plutôt les enfants, plutôt les gens en formation, plutôt les seniors, ou est-ce que vous, à travers le cursus que vous leur proposez, ils sont aptes à intervenir dans tous les milieux, ou bien est-ce que, entre guillemets, ils ont une mini spécialisation sur un des domaines, enfin sur un des types de leurs futurs clients. Alors, en fait, ce parcours de formation, il est en premier pour la personne. Elle va se découvrir dans tout le parcours. Donc, effectivement, on a différents publics. Il y en a qui arrivent avec une idée arrêtée de, bon, ok, je veux me former à l'orthopédagogie parce que moi, je vais accompagner les enfants, je vais arrêter ce que je fais, je vais accompagner les enfants. Souvent, on s'aperçoit qu'accompagner les enfants, c'est une solution. Alors, vraiment, je fais attention aux mots que j'emploie. J'allais dire une solution de facilité. Non, c'est pas facile d'accompagner des enfants. C'est pas ce que je veux dire, mais on reste dans une zone de confort. Ouais. Et au fur et à mesure, dans les modules socles, il y a le accompagner la scolarité, accompagner les seniors, accompagner les adultes. Voilà. Et là, des personnes découvrent des portes ou ouvrent des portes qu'ils ne soupçonnaient même pas. Et la curiosité va opérer. Va dire, ah, mais oui, mais, et là, non, pas dire pas mal, mais j'ai quelques-unes des professeurs d'école qui se sont réorientés vers les seniors. Tiens. Justement parce qu'elles ont découvert que, ah tiens, alors, c'est pas un autre accompagnement orthopédagogique, c'est le même protocole orthopédagogique, mais qu'on va adapter. Voilà. Et là, elles se trouvent une appétence qu'elles n'avaient pas soupçonnée. Parce qu'en amont, on a travaillé, les stagiaires travaillent aussi sur elles-mêmes, comme je disais Ouais. tout à l'heure, la porte de Delphes, connais-toi toi-même. Donc, mais quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui m'anime au fond? Pourquoi je veux intégrer l'orthopédagogie et pourquoi j'arrête ce que je faisais? Donc, on n'arrête pas, c'est pas un deuil d'une profession, c'est comment je vais réinvestir tout ce que j'ai fait jusqu'à présent vers un accompagnement qui, moi, m'attire. Donc, j'aurais tendance à dire, parce qu'aujourd'hui, j'en ai pas trouvé la preuve, je crois pas qu'on puisse accompagner tout le monde quand on est orthopédagogue. On a nos pairs à côté à qui on va pouvoir reléguer, ça oui. Moi, la première, donc, je disais, ça fait 15 ans, plus de 15 ans que je suis orthopédagogue. Je sais quel public je ne veux pas accompagner. Je ne veux pas accompagner, par exemple, les enfants malades dans les hôpitaux parce que je ne serais pas aidante.
là, j'emploie le terme aidant dans le sens où ma sensibilité ne me permettrait pas de prendre de la hauteur face à ce qu'ils vivent. Oui. Et je trouve que j'aurais pas une bonne place. Tu vois, on parlait de posture d'orthopédagogue. Ben là, j'aurais pas la bonne posture. En tout Mm. cas, pour les accompagner dans une demande particulière. Voilà. Donc, je crois qu'il faut se connaître. On peut pas accompagner tout le monde. Il y en a qui disent oui. Moi, j'en suis pas convaincue aujourd'hui. Tant mieux s'ils y arrivent. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. J'ai pas de jugement. Moi, ce jour, j'en suis pas vraiment convaincue. Mm. Et on va accompagner en fonction de qui nous sommes. Ouais, moi, je te rejoins dans ma pratique professionnelle. Il y a effectivement des personnes que je ne sais pas accompagner en fonction des contextes parce que c'est trop prégnant. C'est trop, ça nous brasse trop en réalité. Ouais. Alors, il Ouais, y a c'est ça, vrai. et puis il Oui, y a aussi un cas concret, pardon Laurent, il y a un cas concret je moi, t'en que j'ai prie. eu où j'ai arrêté un accompagnement parce que ça ne correspondait pas à mes valeurs. La personne en face était trop dans la vulgarité, et ça, c'est absolument pas moi. Alors, bien sûr que je dis des gros mots comme tout le monde, mais c'est pas ça, Oui, c'est que intrinsèquement, ça ne me correspondait pas. Et je dis, mais c'est pas possible, cette personne-là, quand elle a à peine arrivé, je sens des tensions en moi. Je dis, mais pourquoi? oui. Simplement, c'est le cas de dire, on n'était pas en phase. Et moi, j'ai pas de jugement vis-à-vis de la personne. J'essaie pas Non, d'aller non, mais contre. par rapport à Elle me toi. parle. Mais moi, je me connais et je me suis dit, mais ça, c'est pas possible pour moi. Donc, j'ai réorienté. Alors, je l'ai pas abandonné, mais je l'ai réorienté vers une collègue Ah, c'est qui, pas bon. pour elle, pouvait le dépasser, quoi. Voilà. Moi, je Oui, me oui, dis, tout à fait. c'est pas moi. C'est bien le connais, toi. Oui, c'est ça. Et puis, Ouais, mais comment j'ai des tensions à chaque fois. Pareil, vous avez des jeunes, on n'a pas envie de les quitter, hein, enfin, c'est ouais. merveilleux de les voir évoluer, mais non, à un moment donné, il faut couper, quoi. C'est pas Mm. aidant non plus de garder des séances parce qu'on passe de bons moments, quoi. C'est pas ça notre rôle. C'est pas celui. Voilà. Si tu devais dire quelque chose là à quelqu'un qui découvre l'orthopédagogie pour l'inciter sur cette voie, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, en fait, je crois pas que j'ai les mots. Je crois que ça se sent. Je crois que c'est tout ce que enfin, en toute humilité, mais je crois que j'ai les yeux qui pétillent quand je parle d'orthopédagogie et je lui dirais, mais viens, on ne s'ennuie jamais. On découvre en permanence et on se Ouais, découvre en permanence. c'est Voilà, vraiment, c'est pas un bon message, mais c'est comme ça que ça me vient là spontanément, quoi. bah ouais, c'est ce qu'on attend, tu sais, dans nos échanges, c'est qu'on il n'y a pas de choses, tu sais, préfabriquées en vérité. Il n'y a pas de mensonges préfabriqués là chez nous sur le podcast de la formation. Il y a que des réalités, des fois très simples, hein. C'est venez et puis bah, découvrons ensemble et puis voilà quoi. C'est vraiment avancer dans ce dans ce chemin. Ouais. Et même si, parce que j'ai eu le cas d'une personne qui est venue, qui a essayé, qui a découvert, et qui va dire, ah mais non, mais en fait, c'est pas pour moi. Ok, c'est pas pour toi, mais c'est pas un échec. On va voir pourquoi c'est pas pour toi. Et c'est ok. Et rien que ça, c'est extraordinaire aussi. Bah oui, bah oui. Bah écoute, tu aurais quelque chose à nous dire pour la fin? Mais écoutez, bienvenue. Bienvenue dans ce monde de l'orthopédagogie et aidez-nous à sortir de l'eau. Eh bien, en tout cas, j'espère que cet épisode de podcast va susciter des vocations. Je mettrai dans notre descriptif tous les moyens pour te joindre, ton site internet qui, je précise, est très bien fait, qui est très instructif, ainsi que tes coordonnées LinkedIn pour que nos auditeurs et nos auditrices puissent te contacter et puis voir avec toi comment ils pourraient eux à leur tour devenir des orthopédagogues. Je te remercie Sabrina pour cet échange qui m'a appris énormément de choses sur un univers que je ne connaissais pas du tout. Et, et vous voyez, le podcast de la formation, c'est avant tout des rencontres. J'ai rencontré Philippe Boukobza par l'intermédiaire d'un de ses amis. Il m'a recommandé Sabrina puisque elle en a parlé brièvement, mais il intervient lui dans le cadre de la facilitation graphique autour des missions de l'orthopédagogue. Et vous voyez comment se font les boucles. Nous ne sommes qu'à quelques encablures de gens qui peuvent changer notre vie. Alors si devenir orthopédagogue
c'est quelque chose qui vous aide à changer votre vie, n'hésitez pas et retrouvez Sabrina. Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouveaux épisodes.